Bonsoir. Au sommaire de ce magazine des animaux du monde, je vous propose aujourd'hui un gros plan sur les lévriers de course avec le docteur Pierre Rousselet-Blanc, un reportage sur la fosse aux serpents du zoo de Douai-la-Fontaine, un nouveau livre, l'Asie, présenté par son auteur, Pierre Pfeffer, et pour commencer, bien sûr, l'actualité animale commentée par Jean-Michel Lermont. Au Kenya, on a trouvé une nouvelle méthode pour neutraliser les antilopes, l'hélicoptère. L'hélicoptère survole la savane à basse altitude, repère les troupeaux et les pousse vers des enclos. Il ne s'agit nullement d'une chasse, mais d'une transplantation. En Afrique, l'antilope est une espèce en voie de disparition. De plus, la région de Tika, où elles vivent, vient d'être promise à un développement industriel et agricole. C'est donc pour les sauver que les antilopes sont capturées et sont acheminées par camion vers des réserves comme celle de Simba Hills. La marine américaine recherche pour les naufragés des moyens de protection contre les requins. À San Diego, en Californie, elle expérimente deux méthodes. La première consiste à planter une flèche électrifiée sur le requin. Les muscles du squale se paralysent et l'animal demeure immobile jusqu'à ce que l'intensité du courant soit nulle. La seconde expérience nécessite également une flèche munie d'un petit parachute. Effrayé par ce dernier, le requin ne pense qu'à une chose, s'en débarrasser. Ainsi, il ne s'intéresse plus à ce qui l'environne. Les Américains, comme à une époque les Australiens, connaissent à leur tour un surpeuplement de lapins, notamment dans l'état d'Idaho. Les lapins sont devenus une véritable calamité pour les cultures et les chasseurs ne sont pas assez nombreux pour les décimer. Mais comme en tout Américain il y a un businessman qui sommeille, on a trouvé une solution. Créer un surplus de lapins. Les rongeurs sont donc capturés sur une échelle industrielle, ils sont triés, sélectionnés, empaquetés vivants et vendus $2, soit environ 11 francs pièce, à des sociétés de chasse italiennes qui en manquent. C'est ainsi que l'an passé, dès l'ouverture, les chasseurs italiens ont pu tirer sur plus de 500 000 lapins américains. Mais attention à ceux qui survivent, ils se reproduisent à grande vitesse et demain l'Italie peut connaître les mêmes inconvénients que l'Amérique et l'Australie. Pour finir, encore une chasse, mais cette fois du gros gibier, l'éléphant sauvage. Cela se passe en Inde, dans l'état de Mysore. Mais là, la tradition l'exige, on ne chasse pas l'éléphant pour le tuer, mais pour le domestiquer. Comme chacun sait en Inde, la richesse vient souvent du travail accompli par le pachyderme. Ici, la chasse se déroule dans la forêt de Karapour. Plusieurs dizaines d'hectares sont entourés par les rabatteurs qui, au moyen de tambours et de coups de fusil, poussent les éléphants sauvages vers un piège. Ce piège est un périmètre boisé, clos par de solides barrières. Après quelques jours d'acclimatation, on commence la domestication et le dressage, qui se révèle d'ailleurs assez facile. Cette chasse à l'éléphant sauvage fait souvent partie des attractions touristiques proposées par l'Inde.
Lors du dernier magazine, nous vous avons présenté les lévriers, ces aristocrates du monde canin. Mais Pierre Rousset-Blanc, il existe d'autres races de lévriers qui se soucient peut-être moins de beauté que d'efficacité. Je veux parler des greyhounds et des whippets, qui sont tout de même les champions incontestés de vitesse pure. Je ne sais pas s'ils soucient de beauté, mais en tout cas, ils sont très beaux. Effectivement, ce sont des animaux de sport que nous allons vous présenter aujourd'hui. Nous avons réuni 3 races sur le plateau. Nous parlons de sport, mais il ne faut pas oublier que ces chiens étaient des animaux à l'origine de chasse, et notamment en Égypte et surtout au Moyen-Âge où ils connurent leur apogée. Et on fut même obligé d'interdire cette chasse en France tellement ces animaux faisaient de dégâts. On interdisit cette chasse en 1844, je crois. Oui, ils étaient tellement rapides qu'ils ne laissaient aucune chance au gibier. Absolument aucune chance. Et alors, à tout seigneur, tout honneur, le greyhound. Alors, le greyhound, on pourrait dire que c'est le pur sang des lévriers. C'est un animal qui, comme pour tout lévrier, a une origine ancienne. Il provient de Soudan, Haute-Égypte. Mais c'est un animal qui a été défini de manière absolument remarquable par un dicton du XVe siècle anglais qu'on pourrait traduire comme ceci: la tête d'un serpent, le cou d'un canard, les pieds comme un chat, la queue de rat, les côtes comme une proue et l'échine comme une brème. Vous remarquerez cette tête très sèche, très fine, avec une denture, une mâchoire très forte, les oreilles en arrière avec ce qu'on appelle le pétale de rose, cette conque que l'on voit ainsi se détacher. Et puis surtout, ce qui est remarquable, je crois, chez cet animal, c'est cette harmonie générale de l'ensemble et même de la démarche qui faisait dire au roi Salomon qu'avec le cheval et la femme, le lévrier était l'être le plus remarquable à voir se déplacer, à voir marcher. Les Anglais ont travaillé ce chien vers la fin du siècle dernier pour le sport. Et il est vraiment devenu, sa destination de chasse est partie, et c'est vraiment devenu un animal de sport. Et également un animal d'ornement dans les belles demeures, avec de belles cheminées dont il est le fleuron en général. Deuxième animal que nous avons, c'est le whippet. Le whippet, c'est encore une belle réussite de la cynophilie anglaise. C'est un chien qui a été créé à partir du greyhound croisé avec du fox terrier, et c'est une réduction de ce noble lévrier anglais. On l'a appelé le lévrier du pauvre parce que c'était un chien dont se servaient les mineurs de certains comtés industriels pour faire ce qu'on appelait le rabbit coursing, c'est-à-dire de la course au lapin, c'est ça. Mais bientôt, on s'est aperçu que ses qualités de coureur étaient parfois supérieures aux qualités de coureur du greyhound. C'est-à-dire que c'est un chien qui arrivait à tenir à peu près à 60 à l'heure, ce qui est quand même considérable, évidemment sur de courtes distances, mais tout de même. Et puis ensuite, son élégance et son côté pratique en a fait un chien d'appartement très remarqué. Et il faut bien signaler que c'est un animal qui est idéal pour la vie moderne. C'est un animal à poil court, c'est un animal qui mesure 44 à 47 cm de hauteur, il est propre, il se tient bien partout, même à l'hôtel, et puis il est joueur et gentil avec les enfants, ce qui est souvent une chose très appréciable lorsqu'on a un chien. Il a tout de même cette fidélité, cette indépendance des grands lévriers. Et en plus de ça, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas un chien fragile du tout. Enfin, pour l'appartement, il y a encore mieux, peut-être, c'est la levrette, qui est la réduction du lévrier. Oui, la levrette, c'est le petit lévrier italien, ou la levrette d'Italie, c'est un lévrier, mais pas nain. Ce n'est pas un nain, c'est un animal qui est aussi ancien que le lévrier lui-même. On le retrouve aussi bien à la cour des pharaons qu'à la cour des rois de France. On le retrouve dans les alcôves des patriciennes romaines. Et c'est un animal qui, lui, est nettement plus petit, puisqu'il fait entre 32 et 38 cm. Voilà un chien qui est également d'aspect un peu frêle, si vous voulez, un peu tremblotant, mais pas du tout. Ce sont des animaux, les lévriers sont des animaux robustes et qui même ne craignent pas le froid. Ce ne sont pas des animaux qu'il faut couvrir, auxquels il faut mettre un manteau, absolument pas, ce sont des sportifs. Bon, alors docteur, nous allons revenir à la vocation actuelle du lévrier, qui est d'être un animal de course. Et je vous propose de m'accompagner à Maison-Alfort, où nous avons filmé une course de lévrier. Il y a deux types de compétitions, vous le savez. Il y a le coursing qui a lieu sur animal vivant, qui a lieu en pleine nature. On lâche 2 lévriers, n'est-ce pas? Et ces 2 lévriers sont suivis par un juge à cheval. Et il court derrière un lièvre vivant. C'est une course qui n'est pas pratiquée en France? Non, absolument pas. C'est une course anglaise. Il y a encore en Angleterre, je crois, la Waterloo Cup tous les ans, qui est très suivie. Et on juge le chien selon les crochets qu'il fait faire au lièvre. Selon la vitesse et selon la mise à mort, bien entendu. Ici, vous voyez, on met les chiens dans les starting box. Alors là, c'est ce qu'on appelle le racing, c'est-à-dire la course en ligne sur lièvre mécanique ou lièvre électrique. Les animaux portent des casaques de couleur,
avec des numéros, et voilà le leurre qui part, ça c'est un leurre mécanique ou électrique, je ne sais pas. La compétition a lieu sur une distance variant entre 350 et 600 mètres. Là, ce sont des whippets qui courent. Le lièvre étant maintenu, vous voyez, environ à 20 mètres devant le lévrier de tête. Évidemment, c'est une course de vitesse au même titre que les courses de chevaux. En France, un seul cynodrome a fonctionné entre 1935 et 1951 à Courbevoie, mais l'autorisation du pari mutuel lui a été enlevée et ça s'est arrêté. Vous voyez, ça, ce sont les greyhounds qui vont courir maintenant. Mais cette autorisation a été rendue puisqu'on peut parier. Elle a été rendue. Maintenant, on peut parier actuellement. Il y a une poignée, dirais-je, d'amateurs passionnés qui font maintenant des courses de lévrier avec des moyens plus ou moins importants. Et je voudrais saluer ici la tentative que fait le professeur Keinec actuellement à l'école vétérinaire de Toulouse de relancer le coursing dans le sud-ouest de manière très efficace. Ah, vous voyez, il faut lui envoyer des chiens. Et puis vous-même, si vous ne pouvez pas vous payer de chevaux de course, vous pouvez toujours avoir une écurie de lévrier. C'est plus facile à entretenir, c'est moins cher. Et au moins, vous avez le soir le plaisir d'avoir un agréable compagnon auprès de vous. Eh bien, merci Pierre Rousselet-Blanc. Des chiens, des lévriers, si vous voulez bien les abandonner quelques instants, je vais vous emmener voir des serpents dans la fosse à serpents que vient d'ouvrir le zoo de Douai-la-Fontaine dans des carrières naturelles. C'est un reportage de nos camarades de la station du Mans. Le zoo de Douai-la-Fontaine est mal connu du grand public et c'est dommage car ce zoo est unique et au moins à 2 titres. Tout d'abord, vous voyez, en ce moment, nous sommes dans une des 5 carrières qui forment ce zoo. Puis d'autre part, dans la 5e carrière, une exposition Safari Serpent vient d'être inaugurée. Monsieur Gay, vous êtes le directeur du zoo, pouvez-vous nous parler de cette carrière Safari Serpent? Eh bien, voyez-vous, c'est une nouvelle création, inauguration en somme. Nous profitons aujourd'hui du beau temps pour sortir la plupart de ces gros serpents. Mais voyez-vous que je rassure tout de suite les téléspectateurs, ce sont des serpents non venimeux, ce sont des serpents dangereux parce qu'il y a quand même le poids, il y a la force. Mais un exemple, celui-ci par exemple, mais il n'y a aucun venin dans la gueule de ces serpents. Alors voici comment je compte faire les visites cet été avec les téléspectateurs. Nous avons dans cette carrière, qui fait 3000 m², nous avons tracé un terrain en forme, un circuit en forme de 8. Les visiteurs rentrent par cette porte, accompagnés de 2 rangers armés, 2 avant, 2 arrière, et nous les faisons marcher tranquillement au travers de ces monstres qui font 4, 5 et 6 mètres, comme vous pouvez constater actuellement. Il est interdit de parler, interdit de faire des photos au flash. C'est pas qu'il y ait, je vous répète, danger, mais je veille à la quiétude de ces serpents qui sont en train actuellement de délimiter leur territoire. Cette innovation est toute nouvelle, il n'y en a pas encore en France, non plus en Europe. Ce sont des reptiles que je viens de ramener de Malaisie, de Thaïlande. Il s'agit d'anacondas, de pythons noirs réticulés, de boa constricteurs. Voici les derniers pensionnaires. Voici les mollures. Tous des gros pépères, tous des bêtes bien gentilles, bien somnolentes. Alors justement, parlez-nous de ces monstres tranquilles. Eh bien, il y a plusieurs variétés de serpents. Pour commencer, vous avez des pythons réticulés, les plus longs et les plus gros. Notre ancien, enfin Car, qui est bien connu maintenant, 6,10 m, 92 kg. Il y a des anacondas que j'ai reçus ce matin, de Guyane. Il y en a 6. 15 réticulés, j'ai oublié de vous dire. Python rose, quelques pythons royaux. Le plus petit fait 4,85 m et le plus long 6,10 m. Ces reptiles, vous savez, je suis allé les chercher cette année en Malaisie, en Thaïlande. Les voir sur place, c'est des guerres faciles, mais enfin je peux vous dire que dans pas mal de maisons, de Bangkok par exemple, de Penang ou de Singapour, j'ai vu des reptiles de 2 mètres qui se promènent dans les maisons. Étant donné que on mange les chiens, on mange les chats, il faut bien des animaux pour détruire la vermine. Alors ce sont
les gardiens de ces maisons, des serpents de 2 mètres qui se promènent sous les tables, les enfants jouent avec, il y a, je répète, aucun danger. Quand ces reptiles arrivent à une longueur de 3 et 4 mètres, eh bien là, souvent on les tue, on les mange ou on s'en débarrasse. Et comment vous est venue cette idée de carrière safari serpent? Bien, de plus en plus, vous savez qu'on recherche à mettre des animaux en liberté. Avec le cadre ici que je possède, il était très difficile de mettre éléphants ou girafes ou buffles, comme j'ai essayé derrière, parce que je tiens avant tout à conserver mon cadre naturel, ce cadre sauvage. Alors, je cherchais depuis 1 an à mettre des animaux. Je cherchais, je ne trouvais pas. Et vous savez que j'ai eu un renom avec mon histoire de serpent, l'évasion de cas, il y a 2 ans. Et j'ai eu l'idée, je dis tiens, si je pouvais, dans un coin, dans une carrière, lâcher quelques serpents, peut-être que c'est faisable, peut-être que c'est réalisable, mais encore fait-il trouver les serpents. Alors j'ai donc mûri cette idée pendant 1 an à peu près, j'ai préparé cette carrière, et je suis parti cet hiver en Thaïlande, en Malaisie, à la recherche de ces serpents. J'ai trouvé sur place quelques petits, mais enfin j'en voulais des gros. Alors j'en ai trouvé 5 à Singapour, 3 à Penang, 2 à Bangkok, 4 à Hong Kong, et j'ai réussi à en ramasser, enfin en trouver comme ça 21. Les nouveaux livres chez Hachette dans la collection Continent en couleur, l'Asie par Pierre Pfeffer. Un continent, Pierre Pfeffer, que vous connaissez bien pour y avoir souvent bourlingué, pour en connaître la faune, et que vous traitez de continent de la démesure. Pourquoi? Eh bien, démesure d'abord, ne serait-ce que par son immensité, puisque le continent asiatique s'étend sur 45 millions de kilomètres carrés, sans parler des îles qui l'entourent, alors que l'Afrique tout entière ne fait que 30 millions de kilomètres carrés, et les 2 Amériques réunies, 38 millions de kilomètres carrés. D'autre part, démesure, parce que dans ce continent, tout est à l'échelle de son immensité. C'est en Asie qu'on trouve les montagnes les plus hautes, l'Himalaya, chacun le sait. C'est en Asie qu'on trouve le lac le plus profond, le lac Baïkal. C'est en Asie également que s'observent les forêts les plus vastes, les déserts les plus étendus. C'est en Asie que, par exemple, on note le record du froid, avec moins 70 degrés en hiver dans la région de Verkhoyansk. C'est en Asie, c'est en Sibérie, Verkhoyansk. C'est en Asie qu'on trouve aussi le record de la chaleur, au Pakistan, avec des moyennes de juin qui s'élèvent à 51 degrés. C'est en Asie encore qu'on trouve le record de la pluviosité dans l'Assam, à Tirappundi, avec 10 mètres de pluie par an, parfois 14 mètres. Enfin, je crois que vraiment le terme de mesure est plutôt mesuré. Cette description que vous venez de faire indique bien que vous avez cette fois un peu débordé du cadre étroit, si j'ose dire, de la zoologie. Oui et non, parce que pour moi la zoologie ce n'est pas l'étude des spécimens de cabinet, ce n'est pas l'étude des squelettes des animaux empaillés, c'est l'étude de l'animal vivant, et de l'animal vivant non pas dans une cage, mais dans son milieu naturel. Autrement dit, j'ai été forcément entraîné à présenter ces milieux naturels, à décrire la flore, les paysages, et à montrer comment l'animal, ou plutôt les animaux, s'intégraient à ce paysage et souvent l'influaient. Par exemple, disons la steppe, qui est apparemment une étendue morne d'herbe, tout simplement, eh bien, on y a dénombré des centaines de milliers de rongeurs par hectare, par kilomètre carré. Et ces rongeurs, forcément, influent énormément sur le paysage lui-même et le façonnent en ramenant la terre de profondeur
il la ramène en surface, ça modifie la végétation, etc. Enfin, je ne m'étends pas, mais disons que le milieu et l'animal sont étroitement liés. Le livre est abondamment illustré. Comment avez-vous pu réunir cette documentation sur les animaux rares particulièrement? Ça, il faut reconnaître que ça a été, disons, la partie la plus difficile du travail. Pour trouver des photos, car s'il est facile de trouver des photos d'animaux africains, girafes, lions, etc., il n'en est pas de même en ce qui concerne l'Asie. Et pour ça, alors, il m'a fallu aller en Chine, en Russie, prendre également pas mal de photos moi-même, et aussi recourir à des photographes le plus souvent inconnus dans les pays occidentaux. Évidemment, tout ça, c'est extrêmement difficile, mais nous avons quand même... C'est un très beau livre que je vous recommande vivement. J'en rappelle le titre, L'Asie, par Pierre Pfeffer. Et si vous voulez bien, Pierre Pfeffer, je vous invite à nous accompagner dans un autre continent, l'Australie, qui est tout de même moins grand, mais où nous allons retrouver des animaux que vous connaissez bien. Ce sont des buffles d'origine asiatique qui font l'objet en ce moment d'une espèce de gigantesque opération capture de la part des Australiens. Cette séquence est un document. Il a été tourné dans le Grand Nord australien. Ce document va vous faire découvrir les différentes phases d'une capture monstre à l'échelle des immenses territoires que sont ceux de Mount Bundy dans le nord de l'Australie. Vous le verrez, pour commencer, on n'a pas lésiné sur les moyens mécaniques. Quant au gibier, il est très gros. Il s'agit de buffles, pas d'un seul, mais de centaines de buffles. C'est d'ailleurs la plus vaste opération de ce genre jamais entreprise en Australie. Les buffles vivent ici en troupeaux, à l'état sauvage, au milieu de la brousse. Leur origine, ce sont les premiers colons australiens qui en avaient importé quelques-uns d'Asie. Et depuis près d'un siècle, ces buffles se sont reproduits sans être décimés par les chasseurs. Signalons toutefois que cette reproduction n'a pas posé aux Australiens les mêmes problèmes que ceux très connus de la multiplication des lapins, qui était devenu, comme chacun le sait, un véritable fléau. Avec le buffle, les Australiens viennent de découvrir qu'il y avait là une industrie d'avenir, la production de viande qui, paraît-il, est très riche en protéines. Sans oublier que les buffles peuvent être employés aux travaux domestiques, tout comme les bovins. Mais revenons à notre opération capture. Lorsque les observateurs qui survolent en hélicoptère les régions à buffles ont repéré et localisé les troupeaux, ils donnent par radio leurs renseignements aux rabatteurs motorisés. La poursuite alors s'engage. Elle sera longue, harassante, car la technique employée consiste à fatiguer les animaux en les poussant avec des jeeps et des camions. Ces véhicules sont spécialement adaptés à ce genre de travail, car il arrive souvent que l'on rencontre des bêtes récalcitrantes qui ne sont pas décidées à se laisser faire. Lorsque le troupeau exténué consent à s'arrêter, il est alors poussé vers des parcages, des enclos, installés provisoirement et hâtivement dans la brousse même. Les chevaux, avec leurs gardians, prennent alors la relève des véhicules motorisés. Toute une période d'adaptation commence. Il faut acclimater les animaux, les habituer à la présence de l'homme, leur apprendre à vivre sur des territoires plus restreints. C'est la première phase de la domestication. 3 semaines s'écoulent ainsi dans cette atmosphère. 3 semaines qui suffisent à l'acclimatation du buffle, qui, contrairement à son homologue africain, est somme toute un animal assez docile. Le jour arrive où les troupeaux sont réunis pour être conduits dans les ranchs. La longue marche s'effectue, la plupart du temps,
sans incident. Accompagnés par des gardiens qui n'ont rien à envier à leurs collègues cow-boys du Far West, les troupeaux reprennent la piste. Après des journées de marche, ils arriveront à l'endroit de leur élevage, de vastes prairies dont la superficie atteint pour certaines 1200 hectares. C'est là que se situera la seconde phase de la domestication, c'est-à-dire le dressage. Enfin, après avoir subi un examen médical, ils verront leurs cornes épointées et seront marqués au sigle de leur propriétaire. Et maintenant, je vous laisse regarder quelques images traditionnelles de ce retour au bercail. Au cours de cette randonnée, les gardiens trouvent souvent une bonne façon d'améliorer leur ordinaire. En effet, tandis que les buffles s'ébrouent dans l'eau, la vase du fond de la rivière remonte en surface, entraînant avec elle de nombreux poissons, notamment des barramundi et des poissons-chats. Il suffit alors aux gardiens, vous l'avez vu, de leur asséner un coup de gourdin pour s'en emparer. Ainsi, grâce à l'apport de ce nouvel élevage de buffles sauvages, les Australiens comptent que d'ici 1980, leur parc à bestiaux pourrait atteindre 60 000 têtes, ce qui est loin d'être négligeable.